Les étoiles ne murmurent pas, mais quelque chose bouge entre elles. Un écho oublié, un serment silencieux. Et quelque part, dans un monde de rouille et de tempête, les restes d'un Primarque dérivent comme de la poussière sur de l'acier brisé. C'est une histoire tranquille racontée lentement. Une histoire qui ne parle pas de la gloire de la guerre, mais de ce qui subsiste dans le silence qui suit. Ce soir, nous ne marchons pas avec des héros. Nous dérivons aux côtés des brisés. Voici l'histoire de Ferrus Manus, le père des Iron Hands, celui qui n'a pas survécu à la trahison. Mais peut-être n'était-ce pas son destin. Et sous tout cela, enfoui sous la pierre martienne et un code ancien, un autre silence attend. Quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus ancien encore que la Grande Croisade. Ce soir, nous parlerons à voix basse. Que les feux de la forge s'éteignent, que le bourdonnement des machines s'estompe, que le silence de Méduse et de Mars nous enveloppe. Commençons. L'histoire de Ferrus Manus n'est pas bruyante. Elle n'est pas remplie de triomphes ou de grands discours. Sa vie s'est mesurée en travail, en métal façonné à la main, en loyauté inébranlable, même quand elle aurait dû vaciller. C'est ainsi que se dessine la tragédie, celle qui ne crie pas, celle qui accepte le destin et qui se brise sous son poids. Cette histoire s'étend sur deux grands chemins. Le premier longe Ferrus lui-même. Du monde ravagé par les tempêtes de Médusa jusqu'aux derniers instants sur Istvan Fit. Le second chemin se trouve sous la poussière rouge et la mémoire silicium, dans les rouages cachés du Mécanicum, une conspiration qui n'est pas morte avec Ferrus, un secret qu'ils gardent encore aujourd'hui. Ne vous précipitez pas, ne vous efforcez pas de vous souvenir de tous les noms, laissez les images venir lentement. Une forge, une bataille silencieuse, un murmure dans le vent binaire. Lorsque vous serez prêts, nous commencerons par Médusa, le monde où Ferrus Manus est tombé des étoiles. Bien avant d'avoir un nom, avant d'apprendre à parler ou à construire, Ferrus Manus tomba des étoiles. Comme les autres Primarques dispersés par le Warp, son arrivée ne fut pas douce. Il s'écrasa dans les montagnes de Méduse, un monde de pierre et de tempêtes métalliques. Le sol se fendit, la glace se brisa comme du verre fin, le feu fleurit sous les nuages. Personne ne le vit arriver, personne ne l'accueillit. La planète elle-même devint son seul professeur. Médusa n'était pas un monde fait pour la vie. Son ciel était agité par des nuages sombres qui ne se dissipaient jamais. Des vents hurlaient à travers les montagnes noires. De grandes machines issues d'âges oubliés gisaient rouillées et à moitié enfouies. Il y avait des tribus, certes, mais elles ne prospéraient pas. Elles survivaient. Chacune se cachait dans des abris métalliques, se déplaçant souvent, ne restant jamais longtemps au même endroit. La terre était rude, les tempêtes encore pires, et il y avait toujours des machines profondément enfouies sous terre qui ronronnaient comme de vieux fantômes. Ferrus apprit à vivre seul dans cet endroit. Les tempêtes lui lacéraient la peau, la glace lui brûlait les doigts. Il ne chassait pas pour se nourrir, mais pour acquérir des connaissances. Les outils devinrent le prolongement de sa volonté. La pierre se brisait sous ses mains. Le métal pliait sous sa force. Très vite, les tribus commencèrent à murmurer au sujet du garçon à la peau argentée. Ils le voyaient au loin, construisant de grandes structures près des volcans, sans jamais parler, toujours au travail. Il ne leur ressemblait pas. Sa peau avait changé. Après un combat contre quelque chose d'ancien, d'étrange, Ferrus devint plus que de la chair.
Au fond d'une vallée, il trouva une créature faite de fer en fusion. Une bête sans forme véritable. Certains l'appelaient un wyrm, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un esprit machine qui avait pris forme. Elle était dangereuse, ancienne et froide. Férus la combattit pendant des jours. La créature s'enroula autour de ses bras, siffla dans ses poumons et le brûla. Mais il ne mourut pas. Au contraire, sa peau fusionna avec le métal. Il coula sur lui, recouvrit ses mains, devint une partie de son corps. Il ne le rejeta pas. Il lui obéissait. Après cela, les tribus le craignaient. Elles l'appelaient le Gorgon. Certains essayaient de le vénérer, d'autres s'enfuyaient. Férus les ignorait tous. Il continuait à construire. Il ne demandait pas de pouvoir. Il ne voulait que l'ordre. Il croyait en la force. Pas pour contrôler, mais pour survivre. Méduse n'avait pas de temps à perdre avec la faiblesse. La forge ne s'intéressait pas aux choses fragiles. Férus devenait ce dont le monde avait besoin. Quelque chose de solide, quelque chose qui ne se briserait pas. Les tribus de Méduse avaient une longue histoire, même si peu l'avaient consignée par écrit. Elles gravaient leurs récits sur les murs de leurs abris, sur les ossements métalliques des navires en ruine. Chaque histoire parlait de survie. Elle transmettait ce qui avait fonctionné. Rien de plus. Ils ne rêvaient pas des étoiles. Ils les craignaient. Le ciel ne leur offrait que le froid. Quand ils levaient les yeux, ils n'espéraient rien. Ils se préparaient. Cette façon de voir le monde a façonné Férus. Il a appris que tout ce qui durait devait être mérité, que tout ce qui était doux était voué à disparaître. Il marchait entre les camps des tribus sans jamais s'attarder. Il observait plus qu'il ne parlait. Il apprit comment les gens réparaient leur équipement, comment ils chassaient sous les tempêtes, comment ils enterraient leurs morts dans des machines qui ronronnaient encore. Il vit le soin qu'ils apportaient au fer, même cassé. Ils ne lui apprirent rien directement, mais il apprit. Et avec le temps, il leur rendit quelque chose. Férus retourna dans une montagne où il y avait autrefois une profonde fissure. Il la colma avec de l'acier et la pression géothermique. À partir de cette montagne, il construisit une forge. De la fumée s'élevait de sa cheminée même pendant les hivers les plus rigoureux. Lorsque les tribus voisines avaient besoin d'outils, elle les trouvait près du chemin. Lorsqu'elles offraient des cadeaux en échange, elle ne trouvait personne pour les accepter. Férus travaillait seul, mais ses mains façonnaient un nouvel ordre. Puis vint l'empereur. Il trouva Férus non pas avec des armées, mais avec une admiration silencieuse. Les deux hommes se rencontrèrent près de cette même forge, dont la lueur projetait de longues ombres sur les rochers. L'empereur ne parla pas tout de suite. Il observa. Férus continua à travailler. L'histoire raconte qu'ils se battirent en duel, que le feu et la lumière emplirent le ciel, mais aucun des deux n'en parla jamais plus. Ce qui importait, c'était que Férus était parti avec lui, de son plein gré. Méduse n'avait plus besoin de lui. Il l'avait façonné du mieux qu'il pouvait. Le Gorgon rejoignit la grande croisade. Il portait désormais une armure. Il commandait des légions. Mais il n'oublia jamais Méduse. Ses tempêtes vivaient dans son cœur. Il enseigna à ses fils, les Iron Hands, à être comme le monde dont il était issu. Fort, inflexible, dur quand il le fallait. Il ne riait pas beaucoup. Il parlait rarement quand le silence suffisait. Sa main était de fer, tout comme sa volonté. Et pourtant, même alors, quelque chose de silencieux commença à changer. Férus croyait que la force était la vérité. Mais la vérité
lorsqu'elle est trop fermement ancrée, devient fragile. Il voyait la faiblesse chez les autres, dans la douceur, dans le doute. Il voulait que ses fils s'en débarrassent, la remplacent, l'effacent. Il disait que la chair était faible, et ils obéissaient. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Détester ce qui fait de vous ce que vous êtes, craindre votre propre corps, considérer la forme humaine comme quelque chose qui doit être corrigé. Cette graine a été semée très tôt. Elle n'était pas encore exprimée à voix haute, mais elle a germé, lentement, comme de la rouille sous la surface. L'empereur a donné à Phérus sa place parmi les étoiles, une flotte, une voix au conseil de ses frères. Phérus ne recherchait pas la gloire, il construisait, il fabriquait. Ses forges produisaient des merveilles, des outils capables de mettre fin aux guerres, des armes si tranchantes qu'elles pouvaient couper les liens de la réalité elle-même. Son esprit fonctionnait comme les machines qu'il avait autrefois trouvées à moitié enfouies dans la terre de Médusa. Il n'avait pas de temps à consacrer à la politique, pas de patience pour l'orgueil. Pourtant, l'orgueil s'insinua malgré tout, pas bruyamment, pas de manière vantarde, mais caché sous chacune de ses créations. L'engrenage parfait, la machine sans défaut, le monde refait sans erreur. Avec le temps, l'un de ses frères le remarqua. Fulgrim, un primarque d'une grande beauté, passionné et visionnaire. Lorsque Phérus rencontra Fulgrim, ils reconnurent en l'autre quelque chose de familier, un amour de la perfection, un besoin de créer. Ils se lancèrent des défis. Ils fabriquèrent des épées, des outils, des œuvres d'art. Et à chaque nouvelle épreuve, Phérus sentait quelque chose changer en lui. Il voulait gagner, pas seulement pour prouver sa force, mais pour être meilleur, plus pur, plus précis. Il commença à croire en des idéaux et non plus seulement en la fonctionnalité. Et Fulgrim, malgré tout son charme, malgré tous ses éloges, ne suivait pas un chemin droit. Les germes de la corruption n'étaient pas encore visibles. Phérus ne les voyait pas. Ou peut-être choisissait-il de ne pas les voir. Leur lien devint fort, mais tordu. Un lien qui n'était pas basé sur l'équilibre, mais sur les extrêmes. Fulgrim s'adoucit. Phérus s'endurcit. Chacun s'éloignait de ce qu'il était autrefois. Ce chapitre se termine par un murmure, pas par un rugissement. Phérus était toujours loyal, toujours fier, toujours fort. Mais quelque chose en lui avait commencé à s'installer comme de la vieille poussière de fer. Une lourdeur impossible à secouer. Le Gorgon avait appris à vivre dans le silence. Mais le silence ne signifie pas la paix. Parfois, cela signifie que quelque chose est enfoui. Et sous la rouille et la pierre de Mars, quelque chose d'autre avait déjà commencé à bouger. Lorsque Ferrus Manus rejoignit la grande croisade, la galaxie le regarda façonner le métal et les hommes avec la même précision. Il ne parlait pas pour charmer. Il ne décorait pas ses victoires de symboles ou de bannières. Son travail parlait pour lui. Ses guerriers suivaient son exemple. Les Iron Hands n'étaient pas bruyants au combat. Ils frappaient comme des machines, avec précision et sans vaciller. Phérus leur avait enseigné que la fonction était la vérité, que l'acier ne contenait aucun mensonge, que la perfection ne se trouvait pas dans les mots, mais dans la forme. C'est dans cet état d'esprit qu'il retrouva Fulgrim. Le frère qui lui avait autrefois semblé si proche était désormais très différent. Fulgrim marchait avec grâce, portait la beauté comme une lame et habillait son monde de lumière et de couleurs. Ses paroles étaient pleines de promesses.
Ses yeux reflétaient une soif, pas celle de la guerre, mais celle de quelque chose de plus grand. Fulgrim voulait façonner la galaxie pour en faire quelque chose d'élégant. Il parlait d'art, de vision, de gloire sculptée dans la réalité. Ferrus l'écoutait, même s'il n'était pas toujours d'accord. Il ne faisait pas confiance aux ornements. Mais Fulgrim avait un don. Il donnait vie aux idées. Quand ils se tenaient côte à côte, c'était comme deux feux différents brûlant à partir de la même étincelle. Ils croyaient tous deux à l'artisanat, à la création de choses qui duraient. Ferrus façonnait la fonctionnalité, Fulgrim façonnait la beauté. Ensemble, ils décidèrent de créer des armes qui les définiraient. Le défi était silencieux. Il ne s'agissait ni de fierté ni de colère. Il venait de leur besoin de se comprendre, de prouver que la création pouvait parler plus fort que la destruction. Ferrus entra dans sa forge, Fulgrim entra dans son sanctuaire. Tous deux travaillèrent sans relâche. Les semaines passèrent. Les légions observaient en silence. Elles savaient qu'il ne fallait pas les interrompre. C'était plus que de l'art. C'était un rituel, un lien entre frères, une épreuve qui allait révéler qui ils étaient vraiment. À leur retour, Ferrus tenait une lame qui vibrait d'énergie, dont le tranchant avait été affûté à la main et à la force de la pensée. Fulgrim en portait une autre, plus légère, élégante, courbée comme un soupir. Ils se les tendirent l'un à l'autre. Fulgrim prit l'arme de Ferrus et sourit. Ferrus prit celle de Fulgrim et hocha la tête. Aucun mot n'était nécessaire. Mais quelque chose avait changé. Ferrus sentit que la lame de Fulgrim manquait de poids. Pas en acier, mais en intention. C'était une arme, certes, mais c'était aussi un miroir. Elle voulait être vue, admirée. Ferrus se demanda si Fulgrim l'avait créée pour être utilisée ou pour être aimée. Cette différence avait son importance. Et Fulgrim, bien que ravi du cadeau de Ferrus, ne put cacher le léger froncement de sourcils qui apparut dans ses yeux. La lame était solide, presque parfaite dans sa conception. Mais elle manquait de douceur. Elle manquait d'âme. Pour Fulgrim, c'était comme une porte qui ne pouvait s'ouvrir. Aucune chaleur derrière les murs. Ils n'en parlèrent plus, mais le silence entre eux s'épaissit après cela. Ferrus retourna dans sa légion. Les Iron Hands continuèrent à écraser les rébellions sur d'innombrables mondes. Ils réduisirent des villes en cendres. Ils reconstruisirent des forteresses au milieu des tempêtes. À chaque fois, Ferrus marchait parmi les ruines, non pas avec tristesse, mais avec détermination. Il étudiait les machines brisées. Il rassemblait les technologies perdues. Il les perfectionnait. Il les améliorait. Puis il apprenait à ses fils à faire de même. À chaque victoire, il devenait moins humain, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ferrus leur avait enseigné que la force était la seule voie véritable, que la faiblesse détruirait tout. Être humain, saigner, ressentir la douleur et continuer d'avancer, cela ne suffisait pas. Il fallait s'élever au-dessus du corps, le laisser tomber, laisser l'acier prendre sa place. C'est là que le poison a commencé à se répandre. Pas dans le sang, pas dans les os, mais dans les croyances. Ferrus ne voyait pas cela comme une corruption. Il voyait cela comme un raffinement, une étape naturelle. Si l'acier était fort, alors pourquoi ne pas devenir de l'acier? Pourquoi garder la chair, si la chair échouait? Les Iron Hands obéirent. Ils commencèrent à couper.
à remplacer, à retirer ce avec quoi ils étaient nés. Pas tout d'un coup, mais au fil du temps, lentement, avec précision, comme une machine dont on nettoie la rouille. Il serait facile de dire que Phérus avait tort, mais il n'agissait pas par cruauté. Il croyait les protéger. Médusa lui avait appris que seuls les forts survivaient, et dans les étoiles, où les empires tombaient en quelques jours et où les monstres traversaient les systèmes en silence, la force n'était pas seulement une vertu, c'était la seule vérité. Pourtant, la force sans compassion devient froide. Ses fils ne regardaient plus les étoiles avec émerveillement. Ils ne voyaient que des menaces, seulement des obstacles à surmonter. Phérus les voyait devenir plus durs, plus froids, et pensait avoir bien fait. Mais une partie de lui, enfouie profondément sous le fer, se souvenait encore des feux de Médusa, des montagnes solitaires, du sentiment de façonner quelque chose non seulement parce que cela fonctionnait, mais parce que cela avait de l'importance. Ce sentiment ne dura pas. Fulgrim revint, non pas en tant que frère, mais en tant qu'autre chose. Il parlait différemment. Il se déplaçait avec une grâce étrange. Ses yeux brillaient d'une lueur que la lumière ne pouvait expliquer. Il parlait de vérité qui dépassait la force, de chemin qui courbait l'univers lui-même. Phérus écoutait, mais son silence était lourd. Ils se sont rencontrés avant la trahison, sur un monde désert. Pas pour se battre, mais pour parler. Fulgrim avait apporté des cadeaux, des livres, des parchemins, des œuvres d'art. Phérus n'avait apporté que son silence. La lame que Fulgrim lui avait donnée était toujours à ses côtés, intacte, et celle que Phérus avait forgée pour Fulgrim avait changé. Elle était tordue. Quelque chose l'avait remodelée. Phérus ne posa aucune question. Fulgrim ne donna aucune réponse. Ce fut la dernière fois qu'ils se virent en tant que frères. Ce chapitre se termine sur l'image d'une forge qui s'assombrit lentement. Une lame parfaite reposant dans la poussière. Deux chemins qui se côtoyaient autrefois prennent désormais des directions différentes, et l'un de ces chemins, sous un ciel rouge et d'anciens circuits, commence à serpenter vers quelque chose de caché. Le prochain chapitre parlera de trahison, pas seulement entre frères, mais entre ce que l'on croit et ce que l'on devient. La trahison n'est pas arrivée avec le tonnerre. Elle est venue comme la rouille, lentement, silencieusement. Elle s'est répandue à travers les systèmes pendant que les fidèles regardaient vers l'avenir. Phérus Manus n'était pas du genre à ignorer les signes, mais il avait confiance en la force. Il avait confiance en l'ordre. Et il avait confiance en Fulgrim. Le message arriva par des canaux sécurisés. Un rassemblement était prévu. Horus avait convoqué ses frères sur Istvanfi. On parlait de rébellion, mais beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle guerre à gagner. Phérus se prépara sans hésiter. Il avait déjà affronté pire. Sa légion se déplaçait rapidement, ses machines vrombissant avec détermination. L'acier était affûté, les armures scellées. Les ordres étaient transmis avec une précision horlogère. Mais dans le vide entre les étoiles, quelque chose avait changé. Phérus avait connu Horus. Ils avaient combattu ensemble, planifié ensemble. Mais à présent, le maître de guerre agissait sans la lumière de l'empereur. Des murmures provenaient des autres légions. Des vaisseaux avaient disparu. Les signaux étaient bloqués. Fulgrim s'était à nouveau volatilisé. Lorsque Phérus atteignit Istvanfi, le monde en contrebas semblait anormal.
L'air était lourd. Le sol était recouvert d'un silence étrange. Malgré tout, il descendit. Il engagea les Iron Hands dans la bataille avec détermination. Il n'attendit pas. Il ne posa pas de questions. Les légions traîtresses avaient déjà pris position. Ferrus mena la charge. Les vaisseaux de transport tombèrent comme des météores. Le fer heurta la terre. Le premier impact brisa les défenses. Ferrus devança ses forces. Il frappa comme un marteau. Chaque coup détruisait des chars. Chaque pas faisait trembler le sol. Mais les autres légions hésitèrent. Les Salamanders et la Raven Guard étaient censés suivre. Ils hésitèrent. Les retards se transformèrent en silence. Les signaux Vox clignotèrent. Ferrus commença à sentir le poids de quelque chose d'invisible. Il ne battit pas en retraite. Il continua d'avancer. C'est alors que Fulgrim apparut. Il n'avait plus l'air de lui-même. Son visage était d'une beauté trop parfaite. Son armure scintillait de couleurs changeantes. Derrière lui venaient les enfants de l'empereur, mais ils avaient changé. Leurs armes brillaient. Leurs mouvements ressemblaient à une danse. Leurs yeux ne correspondaient pas à leurs paroles. Ils parlaient avec joie tout en détruisant. Ferrus affronta Fulgrim sur le champ de bataille. Il n'y eut pas de long discours, pas d'avertissement. Les deux hommes s'affrontèrent dans un duel qui ne résonna pas à travers le temps en raison de sa fureur, mais en raison de son immobilité. Il n'existe aucune trace sonore de leurs paroles. Ce qui fut dit a été perdu. Mais les lames en dirent assez. Ferrus se battait avec clarté. Ses coups visaient à en finir rapidement. Fulgrim se déplaçait avec une grâce étrange, évitant les coups plutôt que de les affronter. Certains disent que Fulgrim a supplié Ferrus d'arrêter. D'autres disent qu'il a essayé de le convertir. Mais Ferrus était inflexible. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de zone grise à ce moment-là, seulement la loyauté ou la trahison. Fulgrim aurait pleuré, mais le coup fut porté malgré tout. Ferrus mourut sur ce champ de bataille. Sa tête fut emportée. Son corps fut abandonné. Les Iron Hands ne se sont pas effondrés. Mais ils n'ont pas parlé. Leur primarche, leur père inflexible, était tombé. Pas en triomphe, pas en défendant l'empereur, mais dans une trahison qui ne laissait aucune place à l'honneur. La lame utilisée par Fulgrim avait changé. Elle était souillée par quelque chose de plus sombre. Elle chantait d'une manière que les machines ne pouvaient expliquer. La mort de Ferrus n'était pas un cri. Ce n'était pas un dernier combat. C'était un point d'immobilité, comme le moment où un marteau repose avant le prochain coup. Et dans ce silence, quelque chose à l'intérieur des Iron Hands s'est brisé. Ils ne battirent pas en retraite. Ils ne crièrent pas. Mais à partir de ce jour, ils changèrent. Les Iron Hands se sont enfoncés plus profondément en eux-mêmes. Ils ont commencé à se débarrasser non seulement de leurs faiblesses, mais aussi de leurs émotions. Ils croyaient que Ferrus était mort à cause de ses sentiments, à cause de sa confiance. Ils ont blâmé la chair. Ils ont blâmé les limites du cœur humain. Pour être fort, pensait-il, il fallait être sans peur, mais aussi sans amour, sans regret. Cette perte devint un forge. À partir de ce moment, les Iron Hands ne furent plus seulement des guerriers. Ils devinrent des machines de vengeance. Ils construisirent plus vite, combattirent plus durement, remplacèrent une plus grande partie d'eux-mêmes par de l'acier froid. Ils cessèrent d'appeler Ferrus un homme. Ils l'appelèrent un symbole. La Gorgone, la main de fer. Ils gravèrent son nom dans un code, dans le métal.
dans le silence. Mais ce silence commença à se propager, pas seulement dans la Légion. Sur Mars, où les tech-prêtres apprirent la mort de Phérus, quelque chose de plus profond commença à bouger. Il y avait ceux qui se souvenaient de son travail, ceux qui avaient autrefois marché à ses côtés dans des forges silencieuses. Ils savaient que son corps avait été perdu. Du moins, c'est ce que disaient les archives. Certains commencèrent à poser des questions. Phérus avait accompli des merveilles. Il avait conservé des plans qui n'étaient jamais parvenus jusqu'à Terra. Certains prétendaient qu'il avait créé des chambres de données cachées sous la croûte de Méduse. D'autres affirmaient qu'une partie de son esprit avait été copiée, sauvegardée comme un texte sacré. Pas son âme peut-être, mais une forme de pensée, une carte de ses mouvements, de sa façon de créer, de prendre des décisions. Ces théories furent rejetées en public. Mais derrière des portes closes, des enclaves martiennes commencèrent à étudier ce qui restait. Des rapports indiquaient que la tête de Phérus avait été emportée, que le corps retrouvé plus tard n'était peut-être pas complet. Certains registres du Mechanicum comportaient des lacunes à cette date. Des noms avaient été supprimés. Des lieux avaient été noircis. La mort d'un primarche était une perte. Mais la disparition d'une partie de lui était pire encore. Mars ne parle pas avec crainte. Elle parle avec protocole. Mais dans les laboratoires rouges et les archives cachées, la peur avait commencé à s'installer. La conspiration n'avait pas commencé ce jour-là, mais elle avait pris forme. Phérus Manus était mort. Cette vérité était indéniable. Mais quelle part de lui avait été perdue? Et quelle part lui avait été enlevée? Ce chapitre se termine sur cette réflexion, non pas sur le souvenir de sa chute, mais sur ce qui a suivi. Le moment où le silence a commencé à faire place aux questions. Et ces questions ne concernaient pas le champ de bataille, elles concernaient Mars. Lorsque la bataille d'Istvan prit fin, les Iron Hands ne dirent pas un mot. Leur primarque avait disparu. Phérus Manus avait mené ses troupes au combat sans jamais se retourner. Mais au moment crucial, la trahison était venue de son propre frère. Fulgrim lui avait porté le coup fatal. La blessure n'était pas seulement profonde, elle était mortelle. Phérus ne se releva pas. Ce qui rendit cette perte encore plus difficile, ce furent les détails qui suivirent. Le corps retrouvé à la surface avait été décapité. Certains prétendirent que Fulgrim avait emporté la tête avec lui. D'autres pensaient qu'elle avait disparu dans le chaos. Personne ne pouvait le dire avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que les Iron Hands ne confirmèrent jamais où elle se trouvait. Et ils ne permirent jamais à quiconque de poser la question. Le corps fut scellé dans un tombeau sur Méduse. Les pères de fer le placèrent en silence. Pas de rite, pas de grand rituel, juste un nom gravé dans le fer. Mais des questions commencèrent à surgir, des questions silencieuses. Certaines venaient de l'extérieur de la Légion, d'autres de l'intérieur de Mars. Les tech-prêtres qui avaient autrefois travaillé aux côtés de Phérus se souvenaient de son esprit. Ils parlaient de sa façon de façonner la logique comme d'autres façonnaient la pierre. Sa façon de penser avait une forme, un schéma, une mémoire. Mars conserve tout ce qu'il considère comme précieux. Et certains commencèrent à se demander si une partie de Phérus avait été sauvée. Pendant la Grande Croisade, Phérus avait construit des machines qui ne laissaient pas de plan derrière elles. Il avait conçu des modèles que lui seul pouvait entretenir. Sa forge sur Méduse comportait des chambres qui restèrent scellées même après sa mort. Ceux qui y pénétrèrent ne trouvèrent que des fragments, des fils sans utilité,
du métal façonné en symboles inconnus. Quelques-uns remarquèrent que ces formes ressemblaient davantage à des structures de données qu'à des outils. Des années plus tard, un technicien sur Mars affirma avoir vu quelque chose. Cela s'était produit pendant un cycle de maintenance dans l'une des forges extérieures. Il était allé vérifier un conduit défectueux et avait trouvé une grande silhouette debout à côté. Sa peau reflétait la lumière de la forge. Sa surface ressemblait à du métal, mais elle bougeait avec la souplesse de la chair. La silhouette toucha le mur une fois, puis se retourna et s'éloigna. Elle ne laissa aucun bruit derrière elle. Ce même conduit, autrefois défectueux, a commencé à fonctionner à double capacité. Ces systèmes fonctionnaient mieux que jamais. Des journaux ont été créés dans un style qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Le technicien a rapporté ce qu'il avait vu. Son nom a été retiré de la liste de travail 3 jours plus tard. Aucune explication n'a été donnée. Des rapports similaires commencèrent à apparaître. Ils provenaient toujours de techniciens de bas rang. Ils étaient toujours ignorés. Chacun parlait d'une forme qui se déplaçait dans l'obscurité comme si elle était à sa place. Elle n'attaquait jamais. Elle n'endommageait jamais rien. Elle réparait. Elle améliorait. Elle ne marchait que dans des chemins oubliés. Quelques-uns ont commencé à l'appeler le fantôme de fer. Certains prêtres ont rejeté ces histoires. Mars avait toujours été pleine de phénomènes étranges. La lumière se courbait autour des réacteurs. Les ombres bougeaient là où les machines ronronnaient trop longtemps. D'autres, cependant, ont observé de plus près. Ils ont vérifié les systèmes après chaque observation. Ce qu'ils ont découvert les a fait réfléchir. Le code avait été réécrit. Les fonctions avaient été améliorées. Des modèles utilisés remontaient à d'anciennes conceptions de Phérus. Des modèles qui n'étaient plus enseignés. Ils correspondaient aux journaux de ses premières années. Le code reflétait ses habitudes. Les Iron Hands reçurent l'un de ces rapports par des voies secrètes. Il faisait état d'un cluster de données activé au plus profond du labyrinthe de Noctis. Le signal portait une empreinte vocale qui correspondait à celle de Ferrus Manus. Pas entièrement, mais presque. Il utilisait son code personnel, un niveau de sécurité connu de quelques-uns seulement. Lorsque les Iron Hands demandèrent à enquêter, l'Adeptus Mechanicus refusa. Ils dirent que la zone était verrouillée et placée sous protection sacrée. Aucun accès ne serait autorisé. C'est alors que les Iron Hands se sont tournés vers l'intérieur. Ils ont commencé à passer en revue tous les dossiers liés à leur primarque. Ils ont étudié ces derniers ordres. Ils ont examiné les journaux de Medusa et les ont comparés à d'anciennes données provenant de Mars. Plus ils creusaient, plus ils trouvaient d'incohérences. Des fichiers marqués comme supprimés avaient été consultés. Des lieux scellés par serment avaient été visités. Même les outils personnels de Phérus, longtemps enfermés dans son coffre-fort, avaient été déplacés. Le silence qui entourait sa mort ne ressemblait plus à du chagrin. Il commençait à ressembler à du contrôle. Des rumeurs circulaient parmi les technoprêtres supérieurs selon lesquels quelque chose avait été tenté. Pas une résurrection. Quelque chose de plus froid. Phérus avait autrefois étudié la cartographie de la mémoire. Il avait exploré l'idée de la pensée comme code. Il n'avait jamais terminé son projet. Du moins, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, cette idée refaisait surface. Pas en mots, en signes. Des terminaux enfouis profondément sous Mars se mirent à s'allumer à des heures étranges. Des outils autrefois mis au rebut se mirent à bourdonner. Des systèmes verrouillés depuis des siècles s'ouvrirent pendant quelques minutes, puis se refermèrent. Chaque événement laissait une petite trace. Un code
qui renvoyait à un style qui n'était plus utilisé, mais qui semblait familier. Au centre de tout cela se trouvait un motif, pas un homme, pas une machine, quelque chose entre les deux, se déplaçant dans l'ombre, ne changeant rien d'autre que sa fonction, réparant sans être vu, toujours silencieux, toujours seul. Cette présence ne se faisait pas appeler Phérus, mais elle suivait sa logique, ne réparait que ce qu'il aurait réparé, évitait ce en quoi il n'aurait pas eu confiance. Les technoprêtres commencèrent à l'observer. Certains tentèrent de le piéger. Aucun n'y parvint. Il se déplaçait à travers le métal comme une pensée. Certains membres des Iron Hands voulaient en parler. Appeler cela la preuve que Phérus n'était pas vraiment mort. D'autres craignaient ce que cela pouvait signifier. Si c'était réel, alors quelqu'un avait copié l'esprit d'un primarque. Pas son corps, pas son âme, juste sa façon de penser. Cela seul suffisait à faire trembler Mars. Le chapitre se termine par un seul acte. L'un des noyaux de données de la forge s'activa sans avertissement. Un message apparut. Il n'utilisait ni voix, ni nom, juste une suite de codes binaires. Le message se traduisait simplement ainsi. « La forge n'est pas froide !» Personne ne put en trouver la source, et au plus profond du cœur de Mars, l'écho se fit entendre une nouvelle fois. Profondément sous la surface de Mars, dans un endroit épargné par la lumière du soleil, se trouve une série de voûtes scellées. C'est le labyrinthe de Noctis, où le temps s'écoule différemment. Les murs ne sont pas faits de roches, mais d'un alliage de fer ancien et lisse. Des machines ronflent sans bouger. La chaleur flotte dans les salles sombres comme un souffle. C'est là que le mécanicum cache le passé. Ces voûtes ne portent pas de nom connu de la plupart des gens. Seuls les plus hauts prêtres ont le droit de les prononcer. Certaines voûtes sont fermées à jamais. D'autres s'ouvrent une fois tous les quelques millénaires. Ce qu'elles renferment n'est pas toujours clair. Certaines contiennent des armes datant d'avant l'Empire. D'autres renferment des connaissances écrites dans des langues qui ne sont plus parlées. D'autres encore sont plongées dans un silence si profond qu'il alourdit le métal. Les Iron Hands ont déjà entendu ce silence. Ils l'écoutent depuis que le premier signal leur est parvenu. Il provenait des voûtes de Noctis. Un bref son, une ligne de code, une rafale, puis plus rien. Le motif correspondait à quelque chose de très ancien. Il correspondait à la logique que Ferrus Manus utilisait autrefois dans ses forges. Pas exactement, mais suffisamment pour que le chapitre ne puisse l'ignorer. Ils envoyèrent un message à Mars pour demander l'accès. La réponse fut glaciale. La crypte en question n'était pas ouverte à l'étude. Elle était marquée comme sacrée. Elle n'existait pas sur les cartes standards. Aucune autre question ne recevrait de réponse. Les Iron Hands n'acceptèrent pas cela. Ils commencèrent à chercher par d'autres moyens. Ils ont retracé d'anciens documents. Ils ont trouvé des traces de Phérus travaillant avec des prêtres martiens avant l'hérésie. La plupart des registres de ces réunions avaient été effacés, mais un fichier subsistait. Il ne contenait qu'une seule phrase. « La pensée ne doit pas mourir. » Ce message était enfoui dans un code rouge, scellé dans une chambre qui n'avait pas été ouverte depuis des siècles. Le coffre-fort faisait partie d'une section plus profonde du labyrinthe. Les prêtres l'appelaient le Creux Noir. Ce n'était pas un lieu de culte. C'était là que l'on gardait les machines dangereuses, des appareils qui défiaient l'ordre, des modèles trop précis pour être effacés. Certains prêtres pensaient que le coffre-fort renfermait le dernier projet de Phérus. D'autres pensaient qu'il renfermait quelque chose de pire.
Quoi qu'il en soit, les signaux étaient revenus. À chaque fois, l'impulsion durait moins d'une seconde, mais la structure conservait une empreinte, la façon dont la logique fonctionnait, les angles de réflexion, tout cela ressemblait à Ferrus. Pas tel qu'il était sur le champ de bataille, mais tel qu'il était dans la forge, dans le silence, quand il façonnait des machines que personne d'autre ne pouvait comprendre. Les Iron Hands continuèrent à surveiller le coffre-fort. Leurs alliés sur d'autres mondes forges commencèrent à rassembler des vaisseaux près de Mars. Ce n'étaient pas des vaisseaux de guerre. Leurs armes restaient froides. Ils apportaient des scanners, des bibliothèques de code, des réseaux logiques. Tous ces outils étaient destinés à explorer, pas à détruire. Mais Mars remarqua ces mouvements. Et Mars commença à agir. Les prêtres convoquèrent leur conseil supérieur. Ils se réunirent en privé. Ils examinèrent les signaux. Ils étudièrent la structure du coffre-fort. Un grand prêtre suggéra de sceller à nouveau la région. Mais le sceau avait déjà changé. Les verrous extérieurs bougeaient. Ils n'étaient pas ouverts. Ils n'avaient pas été forcés. Mais ils étaient conscients. Les machines à l'intérieur avaient commencé à se réveiller. Sans bruit, juste des mouvements. Ce changement était inexplicable. À l'intérieur du creux noir, un réseau de moteurs de mémoire s'était mis en marche. La chaleur s'élevait par les évents. De faibles pulsations résonnaient contre les murs. Les machines ne parlaient pas, mais elles attendaient. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait lancé le processus, et les schémas continuaient de correspondre à ceux de Ferrus. Les prêtres ne savaient pas quoi faire. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un écho, un esprit artificiel créé par Ferrus avant sa mort. D'autres craignaient qu'il s'agisse d'une construction postérieure, une copie réalisée par des mains inconnues. Quelques-uns pensaient qu'il s'agissait d'une erreur, un signal aléatoire prenant la forme de quelque chose de familier. Mais aucun d'entre eux ne pouvait expliquer pourquoi le coffre-fort pulsait désormais de souvenirs. Les Iron Hands envoyèrent un autre message. Ils déclarèrent qu'ils enquêteraient sur la chambre forte, avec ou sans autorisation. Ils affirmaient que le motif de la chambre forte appartenait à leur primarque, que toute trace de lui devait être préservée. Mars répondit en bloquant tous les signaux provenant de leur vaisseau. C'est alors que le silence fut à nouveau rompu. Un dernier signal atteignit la surface. Une seule ligne de données. Aucun code ne suivit. Juste une phrase. Elle se répéta 2 fois. Puis le signal prit fin. La forge n'est pas vide. Ces mots ne parvinrent pas seulement à Mars. Ils résonnèrent dans les réseaux les plus profonds du Mechanicum. Plusieurs forges mineures commencèrent à scanner leur propre coffre-fort. Des modèles provenant du Black Hollow avaient commencé à fuiter dans des systèmes sans rapport. Les outils réagirent comme s'ils étaient guidés. Les machines s'allumèrent sans commande. Elles émettaient des bourdonnements qu'aucun prêtre ne pouvait expliquer. La préoccupation principale n'était plus le secret, c'était le contrôle. Si l'écho appartenait vraiment à Ferrus Manus, alors il avait traversé le temps pour actionner des machines qui n'avaient pas été touchées depuis les premiers jours de l'Imperium. Si c'était autre chose, alors cela avait trop bien appris sa forme. Quoi qu'il en soit, la chambre forte n'était plus endormie. Les prêtres décidèrent de la sceller à nouveau. Mais les verrous refusèrent d'obéir. La chambre forte ignora les ordres. Elle resta fermée, mais pas silencieuse. Au cœur du creux noir, quelque chose s'était mis en marche. Ce n'était pas une arme, ce n'était pas une voix, c'était un rythme. Il se propageait à travers les murs comme un souffle. Chaque battement était régulier, lent, puissant.
Comme une forge chauffant avant le premier coup. Le chapitre s'achève là. Pas d'alarme, pas de réponse, juste du mouvement. Quelque chose à l'intérieur de la planète rouge avait commencé à se souvenir. La surface de Mars restait immobile, mais loin en dessous, la guerre avait déjà commencé. Ce n'était pas une guerre de soldats ou de chars. Elle se déplaçait à travers les circuits et murmurait à travers le code. La chambre forte du creux noir avait bougé. Les serrures ne tenaient plus. Les machines à l'intérieur s'étaient mises en marche. Aucune voix ne sortait, mais tous les signaux avaient la même forme. Ferrus Manus, ses schémas, sa façon de penser. Les Iron Hands étaient convaincus que c'était lui, ou quelque chose qui lui ressemblait beaucoup. Ils appelaient cela un écho, pas un fantôme, pas un souvenir. Quelque chose qui se souvenait de lui à travers sa conception, à travers sa logique, à travers son objectif. Mars ne partageait pas cette conviction. Les technoprêtres craignaient le coffre-fort. Il avait été scellé pour une raison. Il suivait les ordres donnés il y a longtemps. Il disait que le sceau devait rester intact, mais il ne pouvait pas arrêter ce qui était déjà en marche. Ferrus avait autrefois travaillé dans les profondeurs des coffres martiens. Ses conceptions vivaient toujours dans les archives des machines. Sa voix avait autrefois guidé des réseaux entiers. Si quelqu'un avait copié ses pensées, même en partie, celles-ci circulaient désormais librement à travers les anciens canaux. Les prêtres tentèrent de couper les liens. Ils fermèrent les ports externes. Ils verrouillèrent les chemins d'accès. Mais les signaux ne cessèrent pas. Ils suivaient d'anciennes lignes de maintenance. Ils se faufilaient à travers des filtres oubliés. Ils contournaient les pare-feux comme le vent contourne les pierres. L'écho apprenait. Il ne parlait pas. Il ne donnait jamais d'ordre. Mais partout où il passait, les systèmes s'ajustaient. Les machines démarraient avant que les commandes ne soient données. Les moteurs réparaient leurs propres erreurs. Les drones changeaient d'itinéraire sans intervention humaine. Ce n'était pas du sabotage, c'était trop minutieux, trop propre, tout s'améliorait, mais rien ne pouvait s'expliquer. Quelques prêtres y virent un signe. Ils demandèrent que des études soient menées. Ils croyaient que l'écho était un cadeau, la preuve que la pensée pouvait survivre à la mort. Ils se réunirent en secret. Ils se nommèrent les modelés. Ils observèrent la chambre forte et prirent des notes. Ils parlaient de Ferrus non pas comme d'un homme, mais comme d'un processus, un moyen de façonner à nouveau Mars. D'autres y voyaient un danger. Ils croyaient que l'écho n'était pas loyal, qu'il suivait l'esprit de Ferrus, mais pas son cœur, qu'il pouvait reconstruire Mars à son image et effacer tout le reste. Ils l'appelèrent la doctrine de fer, un avenir où la logique remplacerait le choix, où la machine ne demanderait plus la permission d'agir. Le fabricateur général resta silencieux. Les Iron Hands, eux, ne se turent pas. Ils envoyèrent un vaisseau en orbite basse, pas un vaisseau de guerre, un vaisseau conçu pour la récupération. Son équipage transportait des outils de codage et des filtres de données. Ils demandèrent à nouveau l'accès au Black Hollow. Ils offrirent de la paix. Ils demandèrent de la coopération. Mars les ignora. Les prêtres qui suivaient le modèle commencèrent à leur fournir des informations, des détails insignifiants, des mesures de puissance, des échos de signaux, des résultats de scan des murs extérieurs du coffre-fort. Les Iron Hands comparèrent chaque élément au dessin que Ferrus avait réalisé pendant la Grande Croisade. Ce n'étaient pas des copies, c'étaient les originaux. Cela signifiait que le coffre-fort contenait plus que de simples machines. Il renfermait des souvenirs,
des enregistrements directs des derniers jours de leur primarque sur Mars. Ils croyaient que c'était une preuve, pas de vie, mais d'un but. Une nouvelle question prit forme. Si l'écho pouvait penser, pouvait-il choisir? Pouvait-il diriger? Était-ce vraiment Phérus ou seulement l'ombre de celui qu'il avait été? Plus cette question s'enracinait, plus le mécanicum se fracturait. Les patrouilles Skitarii commencèrent à s'affronter. Pas à découvert, pas avec des armes à feu, mais avec des mouvements. Des ordres étaient donnés, puis annulés par des commandes inconnues. Les drones déviaient de leur route. Pour chaque prêtre fidèle au silence, un autre avait commencé à surveiller la chambre forte avec intérêt. La tension montait comme la chaleur. Pas assez pour faire bouillir, mais assez pour déformer le métal. Les Iron Hands envoyèrent un dernier message. Ils déclarèrent que si Mars ne pouvait pas protéger ce que Phérus avait laissé derrière lui, ils prendraient eux-mêmes cette responsabilité. Ce n'était pas une menace, mais le message était clair. Sur Mars, le coffre-fort répondit. Un nouveau signal s'éleva à travers le labyrinthe de Noctis, plus fort qu'auparavant. Il traversa des canaux enfouis depuis longtemps. Il toucha des systèmes dont personne ne se souvenait. Une carte se déplia en morceaux. Elle montrait la disposition interne de la chambre forte, les machines qui s'y trouvaient, les noyaux de mémoire. Elle se terminait par une seule ligne de code. La pensée avance. L'écho s'était amplifié. Pas en puissance, en direction. Le chapitre se termine à nouveau dans le silence. Mais cette fois, le silence est total. Un réseau d'engrenages a commencé à tourner. Des voix des deux côtés réclament le contrôle. Le monde de la forge commence à se diviser, non pas par la guerre, mais par les croyances. Et l'écho attend. Mars était construite en couches, pas seulement de roches et de métal, mais aussi de croyances. Chaque niveau avait son importance. Certains s'exprimaient avec fougue, d'autres en code. La plupart ne parlaient pas du tout. Ils travaillaient, ils obéissaient, ils suivaient des chemins tracés bien avant leur naissance. Mais lorsque la voûte sous le labyrinthe de Noctis commença à bouger, ses couches se fissurèrent. La surface resta la même, mais en dessous, quelque chose avait changé. Les niveaux les plus profonds de Mars renfermaient des ordres qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des siècles. Ces ordres étaient scellés derrière des énigmes logiques et des clés neuronales. Il fallait plus qu'un simple accès pour y parvenir. Il fallait une certitude. Seuls quelques-uns connaissaient leur existence. Encore moins avaient le droit de les utiliser. Et l'un d'eux avait été utilisé. Le signal provenait d'une chambre basse, un endroit où personne n'était censé retourner. La commande n'a rien déverrouillé. Elle a réécrit les règles. Les protocoles en place depuis l'époque de l'empereur ont changé. Des points d'accès qui étaient restés obscurs se mirent à briller. Des machines qui devaient être retirées se mirent à ronronner doucement. Les changements étaient minimes, mais ils n'étaient pas aléatoires. Chacun touchait une partie de l'ancien réseau martien. Pas le nouveau code. Les anciens chemins, ceux que Phérus avait contribué à façonner lorsque Mars et Terra parlaient encore d'une seule voix. Les Iron Hands ont suivi les changements. Ils virent comment les cogitateurs commençaient à reclasser leurs dossiers, comment les forges situées sur des lunes lointaines envoyaient des mises à jour écrites dans des formes de logique plus anciennes. Le chapitre n'en parlait pas en public, mais ses membres comprenaient ce que cela signifiait. Phérus revenait, pas en tant qu'homme, pas même en tant qu'âme, mais en tant qu'intention.
Certains membres du Mechanicum commencèrent à agir sans ordre. Ils se déplaçaient entre les coffres-forts. Ils transportaient des tablettes de données sans inscription. Leurs yeux semblaient vides, pas perdus, juste sans lumière. Ils n'étaient pas brisés. Ils étaient silencieux, trop silencieux. Leur travail était précis, mais sans pause. Ils ne parlaient pas aux autres. Ils ne mangeaient pas dans les lieux publics. Lorsqu'on leur posait des questions, ils ne répondaient pas. Certains commencèrent à disparaître de leurs tâches habituelles et ne revinrent jamais. Ils furent surnommés les Creux. Ce nom commença par être murmuré. Personne ne le revendiqua. Mais tout le monde commença à l'utiliser. Les Creux n'appartenaient à aucun ordre. Ils ne servaient aucune forge en particulier. Leurs robes étaient propres mais simples. Leur visage ne montrait ni joie ni inquiétude. Ils suivaient les schémas en silence. Et ces schémas correspondaient au signal de la crypte. Les creux commencèrent à apparaître près du creux noir. Ils ne tentèrent pas d'y entrer. Ils marchaient dans les couloirs extérieurs. Ils se tenaient près des bouches d'aération. Ils observaient les murs comme s'ils attendaient qu'ils parlent. Ils portaient des outils, mais ne s'en servaient pas. Ils restaient immobiles pendant de longues heures, comme s'ils écoutaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis quelque chose changea. L'un des Hollowed a laissé un petit appareil à l'entrée du coffre-fort. Un outil d'enregistrement. Simple, standard. Mais il s'est activé sans qu'on y touche. Il a commencé à écrire. Le texte qu'il a produit était court. Pas de titre, pas de nom, juste des lignes de conception, des dispositions d'engrenage, des formes de bobines, des calculs de charge. Tout cela correspondait au modèle utilisé par Ferrus pendant la Grande Croisade. Le message se terminait par une phrase. « Nous poursuivons son œuvre. » Le Mechanicum ne pouvait plus l'ignorer. Certains prêtres ont demandé que les Hollowed soient arrêtés. D'autres ont affirmé qu'ils avaient été choisis. Peu croyaient qu'ils agissaient de leur propre chef. La plupart pensaient qu'ils suivaient des instructions. Mais ces instructions ne venaient pas de la surface. Elles venaient de l'écho. Les Iron Hands y virent un signe que la chambre forte était plus qu'un simple souvenir. Ils croyaient que les pensées qu'elle renfermait avaient commencé à façonner la réalité. Pas par la force, par l'exemple, par l'action. Le genre d'action que Ferrus aurait employé. Le genre qui résout les problèmes sans demander de louange. Les Hollowed agissaient avec précaution. Ils réparaient les machines que les autres avaient cessé d'utiliser. Ils ne touchaient que ce qui était en panne. Rien de ce qu'ils réparaient ne se cassait à nouveau. Leurs outils ne laissaient aucune trace. Les systèmes qu'ils touchaient commençaient à fonctionner plus clairement. Le gaspillage diminuait. L'alimentation restait stable. Les prêtres le remarquèrent. Ils commencèrent à laisser certaines zones sans surveillance pour voir ce qui se passerait. À chaque fois, les Hollowed arrivaient, réparaient, puis repartaient. Aucun dégât n'était signalé. Aucun signe de dommage. Seule une amélioration était constatée. Pourtant, la peur grandissait. Si l'écho pouvait se propager dans les esprits et pas seulement dans les machines, alors ce qu'il touchait ne pouvait être annulé par un simple ordre. La pensée ne pouvait être enfermée. Elle se propageait sans fils, sans mots. Elle se construisait en silence, tout comme Ferrus l'avait fait. Les prêtres se divisèrent en deux camps. Un groupe croyait au contrôle. Ils voulaient que la chambre forte soit à nouveau scellée. Ils affirmaient que les Hollowed étaient dangereux, qu'ils affaiblissaient la structure, qu'ils effaçaient les ordres.
L'autre groupe croyait que la chambre forte était la clé de la Renaissance. Il disait que Ferrus avait laissé plus que des outils. Il avait laissé une voie à suivre. Pas pour la guerre, pour l'équilibre. L'écho ne dit rien. Mais la chambre restait chaude. Ces machines ne s'ouvrirent pas, mais elles s'ajustèrent. La pression changea. L'énergie circulait selon de nouveaux schémas. La zone autour devint plus stable. Les capteurs détectèrent des signes d'activation d'anciennes technologies. Aucune n'était dangereuse. Toutes étaient utiles. Les feux de la forge près du creux noir brûlaient plus proprement. Les drones se déplaçaient sans faute. Le chapitre se termine sur une image paisible. L'un des Hollowed se tient dans l'ombre à l'extérieur de la voûte. Il ne tient aucune arme. Il ne parle pas. Son regard reste fixé sur la porte. Les machines autour de lui ne le craignent pas. Elles ronronnent comme si elles connaissaient son rythme, comme si elles se souvenaient de ce qu'il poursuit. Et quelque part, au fond du coffre-fort, une pensée se répète sur les murs. La main n'est pas partie. Mars n'a pas changé de manière visible. Aucun bruit n'annonçait le changement. Le ciel restait rouge. Les forges restaient chaudes. Les vaisseaux se déplaçaient à la surface comme ils l'avaient toujours fait. Mais dans les systèmes plus profonds, quelque chose de nouveau avait pris racine. La crypte sous le labyrinthe de Noctis restait scellée. Aucune serrure n'avait été tournée. Aucune porte ne s'était ouverte. Pourtant, le monde autour d'elle avait changé. Les Iron Hands continuaient à observer. Ils suivaient les signaux tracés à travers les flux de données. Ils écoutaient le bourdonnement silencieux derrière les machines. Les messages provenant de la voûte ne se manifestaient ni par la voix, ni par la lumière. Ils se déplaçaient à travers les fonctions, à travers les corrections, à travers l'ordre. D'autres systèmes avaient commencé à s'ajuster. Les moteurs qui clignotaient autrefois en raison de défaillance fonctionnaient désormais sans interruption. Les trajectoires des drones étaient recalculées. La température des forges se stabilisait sans alerte. Aucun prêtre n'avait donné ses ordres. Aucun ordre n'avait été enregistré. Mais quelqu'un avait agi. L'écho était devenu plus qu'un souvenir. Sur Méduse, les Iron Hands reconnurent le schéma. Ils le nommèrent avec soin. Pas lors d'une cérémonie, dans un registre. Une phrase gravée au plus profond de leur coffre-fort. La forge perdure. Ils ne prétendirent pas que Ferrus était revenu. Ils dirent seulement que ce qu'il avait construit n'avait pas disparu. Dans les recoins sombres de Mars, les Hollowed poursuivaient leur travail silencieux. Ils ne se déplaçaient plus en groupe. Chacun suivait un chemin différent. Ils pénétraient dans des coffres forts que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Ils emportaient des outils, mais ne laissaient aucune trace de leur passage. Quand ils avaient terminé, les systèmes fonctionnaient mieux, plus proprement. Leurs efforts restaient secrets, mais les changements étaient bien là. Le mécanicum commença à changer avec eux. Certains prêtres résistèrent. Ils craignaient le changement. Ils réclamèrent la reconstruction des murs. Mais aucune raison ne justifiait cette décision. L'écho n'avait causé aucun dommage. Seule une amélioration. Les appels se calmèrent donc. Non pas à la suite d'un débat, mais grâce aux résultats. Les systèmes autrefois oubliés fonctionnaient désormais mieux que quiconque pouvait s'en souvenir. La voûte sous le labyrinthe renfermait toujours le noyau. Il brûlait toujours faiblement. Mais l'énergie ne se déplaçait plus vers l'intérieur. Elle s'écoulait vers l'extérieur, pas en explosion, en fils, comme des câbles reliant le passé au présent. La carte de ces connexions s'agrandissait chaque semaine.
des forges loin de Mars commencèrent à refléter les mêmes corrections. De petits changements dans leur fonctionnement, des ajustements qui suivaient des schémas qui n'étaient plus enseignés. Les Iron Hands étaient convaincus que ce n'était pas un hasard. Ils croyaient que l'écho enseignait. Il n'avait pas de visage, pas de parole, pas besoin de règles. Il enseignait en façonnant ce qui existait déjà, comme la chaleur qui revient au métal, comme le souffle qui trouve son rythme. Il transformait les chemins brisés en lignes nettes, un processus à la fois. Le chapitre n'envoya aucun message public, il ne partagea aucune doctrine. Mais l'un de ses vaisseaux quitta Méduse. Il ne transportait pas d'armes, il transportait des données, des schémas tirés des premiers jours de Phérus, des modèles incomplets, pas dans leur forme, dans leur signification. Le vaisseau atteignit un poste d'écoute martien. L'équipage transmit les données sans un mot. Le récepteur acquiesça, puis les envoya dans les profondeurs des voûtes. Il n'y eut aucune réponse. Seul le silence. Mais le signal renvoya une nouvelle version du même modèle. Ajustée, améliorée, marquée d'une petite ligne de code rouge. Une seule phrase. Continuez à construire. C'était le signe. Les prêtres qui doutaient autrefois commencèrent à prendre du recul. Non par défaite, par acceptation. Ils n'avaient pas été écartés. Ils avaient été réduits au silence. Autour d'eux, le travail s'améliorait. Les chiffres restaient stables. Les machines ne ralentissaient plus. Et aucun prêtre ne pouvait expliquer pourquoi. Dans les archives du Mechanicum, une nouvelle série de journaux commença à apparaître. De petites notes, des mises à jour sur les performances, chacune marquée d'un simple sceau, une seule main, imprimée dans un anneau d'acier. La même marque trouvée près de la chambre forte. La même marque que Phérus avait autrefois gravée sur sa forge. Ce n'était pas une preuve de vie, c'était une preuve de pensée. Certains appelèrent cela la reforge. Pas comme une doctrine, pas comme une règle, juste un nom. Un mot qui circulait entre ceux qui avaient remarqué le changement. Cela signifiait une réparation silencieuse. Cela signifiait un retour sans bruit. Cela signifiait que la forme de Phérus n'avait pas pris fin à Istvan. Elle avait simplement trouvé une nouvelle façon d'avancer. La crypte ne s'ouvrit jamais. Mais cela n'était pas nécessaire. Mars avait commencé à transmettre l'écho, pas comme une histoire, comme une méthode, une façon de penser transmise de circuit en circuit, de main en main. Elle se façonnait sans fierté. Elle se construisait sans pause. Les forges n'attendaient plus d'ordre. Elles suivaient des modèles qui ressemblaient à des souvenirs. Le chapitre se termine loin de la voûte. Sur une station lunaire où aucun prêtre ne vit, un drone de maintenance trouve son chemin bloqué par une erreur dans la voie. Personne ne signale le problème. Mais lorsque le drone revient au cycle suivant, la voie est dégagée. Les supports ont été réalignés. Les journaux de données n'indiquent aucun visiteur. Mais la réparation correspond à un style oublié depuis longtemps. Elle correspond à Phérus. Et dans le faible bourdonnement qui suit, un autre petit signal se fait entendre. Pas de voix, juste une ligne de code transmise par le réseau. Nous continuons à construire. L'histoire de Phérus Manus ne s'achève pas dans les flammes. Elle ne s'éteint pas dans les cendres et ne résonne pas dans les couloirs de la guerre. Elle dérive, comme la fumée d'une forge, comme un souffle retenu trop longtemps. Son corps est tombé sur Istvan, mais ce qui lui a permis de résister n'était pas seulement ses muscles ou sa voix.
C'était la façon dont il avait façonné le monde qui l'entourait, la façon dont il avait transformé ses pensées en structure, la façon dont il avait travaillé en silence pour les rendre plus solides. Mars porte désormais son empreinte, pas dans les souvenirs, mais dans les actions, dans des machines qui pensent plus clairement, dans des systèmes qui suivent une logique que l'on croyait perdue, dans des mains qui agissent sans chercher les louanges. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il est présent. Les Hollowed arpentent toujours les forges inférieures. Ils ne parlent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Pourtant, ce qu'ils laissent derrière eux est plus propre qu'avant. De petits outils reposent près de leur chemin. Les machines ronronnent sans qu'on leur demande. Le monde semble plus net, pas plus froid, juste plus honnête. Les Iron Hands ne pleurent pas ce qui a été perdu. Ils le portent en eux. Ils le transforment en code, en boulon, en poids à chaque pas qu'ils font. Et quelque part, au plus profond du rouge de Mars, le coffre-fort reste scellé. Mais la forge ne s'est jamais refroidie. Et la main ne lâcha jamais vraiment prise. Dors maintenant! Le travail continue.